On a fait le sondage et vous avez choisi. Votre jeu vidéo Harry Potter préféré est Secret à Poudlard, le nouveau venu sorti l'année dernière. Habituellement, je commence toujours mes recherches par un petit saut sur Wikipédia. C'est mon côté profane. Donc là, je l'ai fait aussi. Mais en fait, il n'y a rien à dire sur ce jeu. Si bien que j'ai pour la première fois de ma vie vu une page Wikipédia quasiment vide. Donc avant de se demander pourquoi ce jeu est un problème plus qu'il en a un, on va le présenter dans les règles. Harry Potter Secret à Poudlard, de son nom original Harry Potter Hogwarts Mystery, est sorti en 2018. Il est édité par Porky Games, que personne ne connaît, et développé par Jam City, que personne ne connaît. Considéré comme un RPG free-to-play, et on en rira seulement après, il est sorti sur Android et iOS. Désolé Windows Phones, fallait pas être démoldu. On y incarne un personnage personnalisable qui veut retrouver son frère, Jacob, disparu lors de sa scolarité à Poudlard, et dont on dit qu'il a rejoint Lord Voldemort. On découvre qu'il recherchait les caves maudites, et on décide de faire de même dans l'espoir de retrouver sa trace. Parce que faire la même chose qu'une autre personne en attendant des résultats différents, c'est aussi ça, avoir le goût de l'aventure. Niveau notes, on va pas se mentir, ça vole pas haut. Canard PC, un des leaders français de la presse du jeu vidéo, lui aura donné un petit 8 sur 20. Pour IGN, qui est une référence au niveau mondial de la review de jeux vidéo, c'est un 7 sur 20. Mais là, je vais surtout vous parler des notes accordées par jeuxvideo.com, parce que ça m'a fait rire, déjà, et parce que c'est assez parlant. D'ailleurs, c'est plutôt la note accordée par jeuxvideo.com, parce que la rédac n'a pas pris la peine de le tester, donc j'ai seulement la note des utilisateurs. Pour rappel, le dernier jeu que la rédac n'avait pas testé, c'était Wonderbook Book of Potions. Et c'était principalement parce qu'on en a entendu parler sur le tard quand même. Même au niveau des utilisateurs, je crois qu'il n'y a qu'une seule note. Du coup, là, pour Secret à Poudlard, les utilisateurs ont donné une note de 10,5 sur 20. Ça a pas l'air si terrible, mais je pense que si je vous dis que c'est le jeu le plus mal noté de tous les jeux Harry Potter, ça rend plus pareil. Je ne remets pas en cause les choix que vous avez faits pendant le sondage, mais on va quand même faire un petit historique des notes des jeux Harry Potter. Au niveau de la saga principale, le jeu le plus mal noté par les joueurs, c'était La Coupe de Feu. Rien de très étonnant quand on voit à quel point le film avait déjà rogné sur le livre. Le jeu, c'était vraiment finir de trancher dedans et ajouter 2-3 trucs inutiles. À côté de ça, les autres jeux ont obtenu des notes allant de pas mal à « ce jeu est absolument génial ». Et on les comprend. Côté jeu parallèle à la saga, entre guillemets, le plus mal noté c'est Wonderbooks Book of Spells, avec un petit 12,1 de la part des joueurs. Même le jeu où il faut agiter une baguette au-dessus d'un livre avec des capteurs approximatifs est mieux noté que Secret à Poudlard. À son lancement, le jeu nous promettait finalement 4 éléments principaux, et étonnamment, on est plutôt sur des promesses tenues. Tout d'abord, on nous proposait de vivre comme un élève à Poudlard, et c'est le cas. On commence en première année, on fait nos achats sur le chemin de traverse, on suit des cours, on se fait des amis, rien à redire. Ensuite, on nous a dit qu'on allait évoluer dans l'univers de Harry Potter, et là encore, on est en plein dedans. Que ce soit Poudlard, son parc et sa forêt, ou Préolard et ses boutiques, on les a, on y est, on peut y aller librement, même s'il n'y a rien à y faire en dehors des missions et des cours. On était ensuite censé retrouver les prémices de Harry Potter, un avant l'histoire avec la montée en puissance de Voldemort. Pour le moment, niveau ambiance, c'est pas trop ça. On parle souvent de vous savez qui, mais ça ne ressemble pas à une menace pesante. Mais on peut quand même dire qu'on retrouve bien ce monde de avant le survivant. Petit bémol quand même à ce niveau-là, on va parler comme souvent avec les jeux Harry Potter, bizarrement, du 4e mur. En gros, c'est l'écran. Le 4e mur, il est là pour dire aux joueurs « Tu es dans l'univers merveilleux que nous te proposons ». On parle de le briser quand on remet le joueur devant le fait qu'il est dans un simple jeu. Dans Harry Potter et l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, le problème se posait pendant les phases de tuto, avec des pouces le stick analogique vers l'avant pour monter, ou autres appuis sur la touche action pour lancer un sort. Ici, on brise le 4e mur avec le mini-jeu du QCM entre les étapes du cours. En gros, un personnage pose une question au vôtre en lui donnant 3 choix. Le problème, c'est que le jeu vous pose la question à vous,
La plupart du temps, c'est pas vraiment un souci, sauf quand on commence à vous parler d'Éclair de feu alors qu'il ne sort qu'en 1993 et que votre personnage qui évolue en 1984 environ ne peut donc pas le connaître. Il y a aussi un moment où on vous propose Ombrage comme professeur, ce qui n'a de sens que pour le joueur, pas pour le personnage. En soi, c'est pas si terrible, mais ça vous ramène brusquement au fait que le personnage que vous incarnez, au final, c'est rien d'autre qu'un avatar, et vous jouez à un jeu, plutôt que de suivre la vie de Jeannette, votre super sorcière. Et du coup, le quatrième point, les personnages de la saga. On était censé les rencontrer, et c'est le cas. On voit pas mal de Weasley, on voit Amos Diggory, Dumbledore, et les autres professeurs, évidemment. Hagrid aussi. Mais ça reste au final très superficiel, ils sont assez parallèles à l'histoire, et les événements les plus importants devront se passer d'eux. C'est malgré tout agréable de découvrir des personnages dont on avait parlé sans les voir, comme c'est le cas du professeur Sylvanus Boulopo. Du coup, ça a l'air de plutôt bien aller, à part 2-3 soucis superficiels. Mais alors pourquoi ce jeu est-il si problématique? En tête de liste, et je pense que je ne suis pas la seule, je mettrais l'énergie. Vous en avez besoin pour accomplir la plupart des missions, vous en avez un nombre limité et ça se recharge très lentement. Pour en obtenir, il va falloir parcourir tout le château, acheter tous les animaux de compagnie qui coûtent bien cher, en acheter dans la boutique tout simplement, ou attendre une éternité et prendre le risque de ne pas pouvoir finir vos missions à temps. Le souci, c'est que même si vous faites tout ça, à part payer, vous n'avez aucune garantie que ça va marcher. Et ce n'est pas valable sur la durée. Au mieux, vous pouvez vous refaire une barre complète d'énergie toutes les 8 heures. Et encore, faut être vraiment très optimiste et très ponctuel. Donc, vous allez forcément être tenté de vous diriger vers les gemmes. Et c'est notre second problème. Écourter le temps d'attente pour débloquer une mission ou une activité, acheter des animaux, des tenues, des accessoires, des coiffures, de l'énergie. Tout ça, ça va vous coûter des gemmes. Et les gemmes, ça coûte bien cher. À 99 centimes les 25 gemmes, vous n'irez pas bien loin, puisqu'il vous en faudra plus pour recharger votre barre d'énergie. Ou pour n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Et là, on parle d'Android. Sur iOS, il faudra ajouter encore quelques centimes, me semble-t-il. Je crois qu'il y a une augmentation de 20% entre les deux plateformes. Du coup, ces deux problèmes se réunissent pour faire exploser notre esprit avec le temps dédié aux quêtes. On en est au stade où quand une quête secondaire ou un événement à durée limitée apparaît, on se retrouve à devoir arrêter la quête principale pour avoir la moindre chance de s'en sortir. Et même avec ça, c'est pas gagné. Trop peu d'énergie pour finir rapidement les phases de mission, trop de temps d'attente entre les phases en question, et évidemment un temps toujours calculé au millimètre, de façon à ce que ne pas vivre les yeux collés au téléphone signifie forcément l'échec. Comme autre ressource, on a l'or. Et là, me direz-vous, à quoi ça sert? Eh bien, à rien, à part à convaincre les jeunes joueurs qu'ils doivent en acheter avec des gemmes ou de l'argent réel pour s'en sortir. On en fait une denrée rare, poussant les joueurs à les récupérer dès que possible. Mais une fois tous les vêtements de la boutique achetés, ça sert plus à grand chose. Et en gros, les vêtements, on finit de les acheter lorsqu'on est en 4e année. Autrement dit, vu le nombre de chapitres en 5e année, l'or ne va plus nous servir pendant très, très longtemps. Dernière ressource importante, les carnets. Ils sont de plein de couleurs et il en faut des tonnes pour obtenir des animaux, des skins pour vos animaux et des créatures fantastiques. Le problème, vous en gagnez environ 6 au total par event. Pas toujours de la couleur qu'il vous faut et souvent au prix de grands efforts. Le souci, c'est que ces events vous empêchent de continuer la quête principale la plupart du temps. Mais si vous voulez avancer votre niveau de magie zoologiste, il faut les faire. Mais vous voulez avancer dans l'histoire. Mais vous n'avez pas assez d'énergie pour faire des courses supplémentaires et pour avancer. Alors vous pleurez en envoyant des screens de votre échec sur tous les groupes Harry Potter que vous connaissez. Le dernier point négatif, qui n'engage que moi et les quelques centaines de personnes qui sont d'accord, c'est la toute-puissance du personnage. Outre ce côté intouchable qu'on nous justifie avec les sourires bienveillants de Dumbledore, on a aussi ce trop-plein de pouvoirs très agaçants des fanfictions mal écrites. Pour rappel, un bon personnage principal, c'est un personnage qui a des faiblesses aussi bien physiques que mentales. Ici, on est sur un personnage qui peut être un animagus, qui est nommé préfet alors qu'il ne fait rien de bien, qui se retrouve dans le cœur de grenouilles et dans un groupe de rock alors que franchement ça n'a aucun intérêt. Il se fait aussi nommer chevalier, il met en déroute Greyback. Sérieusement, à ce stade, Dumbledore va lui voler et l'ordre de Merlin et le rôle de grand Manitou suprême et il ne pourra s'en prendre qu'à sa bienveillance. Et puis au scénariste aussi. Allez, on a pointé le plus gros des problèmes, on va passer au gameplay.
Je me permets ici de faire deux sous-parties pour parler de deux aspects différents du gameplay. Les cours et les activités qui y ressemblent, dans le style de retrouver un élément dans un endroit quelconque, et les activités relatives aux amitiés, comme les repas, les bave-boules et la bière au beurre. J'imagine que je pourrais parler d'autres éléments, comme les duels, mais ils n'ont pas grand intérêt, et puis de toute façon je fais ce que je veux. Donc, les cours. Pour commencer par le négatif, car je suis une personne particulièrement négative dans la vie, on va parler du fait que c'est un ennui mortel. On appuie sur des zones cerclées de bleu entre 1 et 5 fois, et puis sur une autre, et une autre, et une autre. Bref, ça en boucle, jusqu'à ce que enfin le cauchemar se mette en pause pour nous proposer soit la suite de l'aventure, soit un mini-jeu. Et ces mini-jeux, figurez-vous, ils sont dans mes points positifs, car je suis une personne particulièrement positive dans la vie, ce qui n'entre pas du tout en contradiction avec ce que je dis juste avant. On a donc à la base 3 mini-jeux. Les QCM, où il faut répondre à une question en choisissant l'une des 3 réponses proposées. Le tracé, où on se contente de reproduire un symbole ou un geste. Et le jeu de timing, où il faut toucher l'écran au bon moment pour se concentrer. À cela a été ajouté un petit challenge de dextérité, où il faut appuyer sur l'écran pour conserver une icône dans une zone verte sur une barre. Si ces mini-jeux n'ont rien de très complexe une fois compris, ils permettent quand même d'apporter un peu de changement entre les différentes phases de cours ennuyants. Et ils montrent que les développeurs sont capables de faire quelque chose d'intéressant. Et franchement, on commençait à en douter énormément. Concernant les amitiés, on va de nouveau commencer avec du négatif, et cette fois-ci, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Déjà, le principe est toujours le même malgré la diversité des activités. On a affaire à plusieurs questions de QCM sur le personnage avec lequel on tente de se fier, et on gagne des points en répondant bien ou presque bien. Si dans les faits c'est pas si terrible, en réalité ça devient vite très répétitif, puisqu'il doit y avoir quelque chose comme 10 questions par personnage. Ça irait si c'était rapide, mais c'est long. La validation des réponses est longue déjà, mais surtout il faut un nombre énorme de points pour atteindre les différents niveaux d'amitié, et le jeu ne vous permet d'en gagner que très peu au final. Et évidemment, vous ne pouvez faire ces activités qu'une seule fois toutes les 3 à 8 heures environ. Autant dire qu'à moins de débourser de nouvelles gemmes, ça va être très long. Mais attention, il y a quand même du positif. Hein. Si, je vous assure, attendez, je vais trouver. C'est sympathique. Voilà, c'est assez cool à faire. On apprend des choses sur les personnages les premières fois qu'on fait des activités, et ça, c'est plutôt sympa. Bon, je trouve rien d'autre de positif, mais par contre, j'ai du très négatif, si vous voulez. Les bave-boules, c'est quoi le délire? Il s'est passé quoi pour en arriver là? À quel moment les développeurs se sont dit qu'ils allaient faire une activité où c'est un jeu, mais auquel on ne joue pas? Le but, c'est de déconcentrer l'adversaire, vraiment? C'est dans les règles officielles de la fédération de bave-boules, ça? Je pense pas, hein. C'était l'opportunité de faire un mini-jeu super cool. Peut-être comme les duels, même si c'est déjà pas folichon de jouer à pierre-feuille-ciseaux contre un ordi, mais ils ont préféré faire un QCM. Paye ton fun. Allez, on s'énerve pas, je ne parlerai pas plus en détail des duels puisque je ne trouve pas le principe spécialement intéressant, et je propose qu'on essaie d'être encore plus pessimiste en nous demandant pourquoi il n'y a aucune raison que la situation s'améliore. D'abord, il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant les derniers mois d'existence du jeu. On a eu une augmentation du nombre de ressources nécessaires pour arriver à quelque chose, notamment pour obtenir une créature fantastique, et augmenter notre niveau d'amitié avec lui. Et surtout, une baisse de l'obtention de ces ressources. Que ce soit en payant ou en servant de patience, on en gagne de moins en moins, et ça devient clairement problématique. Si les joueurs de free-to-play sont habitués à attendre et le comprennent, ça reste quand même abusé. Quand une créature demande 90 carnets, ce n'est pas normal d'en obtenir 3 par event. C'était déjà pas facile quand on en obtenait plus, mais là, c'est devenu un véritable problème. On ajoute à ça que l'attente est de plus en plus longue entre les chapitres, dans le seul but de nous ajouter des quêtes secondaires et events qui puisent dans nos ressources durement acquises. Tous les jeudis, une mise à jour. Oui, mais de quelle qualité? De plus en plus souvent, la mise à jour n'est qu'une quête secondaire. À l'heure où je vous parle, les joueurs de 5e année en sont à leur 18e chapitre, et ils n'en voient pas le bout. Et en plus de ça, ils n'en ont même pas eu de nouveau depuis presque 3 semaines, c'est totalement absurde. Mais ne partons pas fâchés, ça ne vaut pas la peine, vous savez. Parlons un peu de ce qui peut faire penser que ça finira, malgré tout, par aller mieux. Le plus flagrant, d'abord, c'est l'ajout de nouvelles mécaniques. Ça semble peu, mais en ajoutant cette épreuve de dextérité entre les phases de cours et en permettant aux créatures domestiquées de rapporter des récompenses, les développeurs montrent qu'ils peuvent revenir sur des éléments et les améliorer. On peut espérer qu'ils continuent sur cette voie, du coup.
On ajoute à ça que l'apparition de hacks fait au final perdre quand même pas mal d'argent aux développeurs du jeu, avec notamment le fait que ceux qui auraient été prêts à payer se retrouvent totalement abusés par les prix et se dirigent vers la gratuité totale. Et on sait que les développeurs en ont conscience, en tout cas on l'espère. Plus vague, on a quand même l'arrivée de Wizard Unit, qui, même s'il n'est pas du même genre, est sur la même plateforme. Il faudra que Secret à Poudlard se forge une très bonne carapace pour conserver ses joueurs avec ce nouveau venu dans le ring. Et évidemment, il y a Warner Bros. Ils détiennent les droits, et nous savons que le monde magique est leur petit chouchou. Permettront-ils de les voir souiller et piétiner pour les besoins de l'argent? Beaucoup diront oui à cause du deuxième opus des Animaux Fantastiques principalement, mais je pense pour ma part que le déclic peut encore se produire. Allez, je m'arrête là pour Harry Potter Secret à Poudlard et je vous laisse débattre de toutes ces questions et apporter vos propres expertises. Évidemment, je ne me pose pas comme une divinité ayant la seule parole valable. Vous pouvez tout à fait ne pas être de mon avis. Moi-même, des fois, je suis pas d'accord avec ce que je dis. Bref, sentez-vous libre de contredire, je vous insulterai, mais je vous lirai avec attention.